Bonsoir à tous, donc bienvenue dans cet amphithéâtre au Biotech Campus. Alors la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude d'être dans ce lieu qui est un peu un lieu symbolique au niveau de Genève, la Genève au niveau santé, et surtout la santé internationale. Dans ce lieu, en fait, on a l'Institut de santé globale. On en utilise aussi beaucoup cet espace pour donner des cours. C'est un espace qu'on aime bien, qui est agréable, qui en fait nous permet d'échanger facilement, notamment cette cafette, ce lieu plein de lumière et d'espace. Et je pense que toutes les familles apprécient un peu ce lieu un peu spécial et magique au niveau des différents campus de l'UNIGE. C'est un lieu où aussi on trouve différentes disciplines. Alors c'était le pari de Genève, c'était de mettre dans les mêmes bâtiments des gens qui font de l'épidémio, la santé publique, des maladies infectieuses, des gens qui travaillent sur le management des services de santé, et puis des gens qui travaillent sur l'ingénierie, qui travaillent sur le big data, qui regardent l'intelligence artificielle. Et donc dans ce lieu, toutes ces disciplines sont brassées. C'est aussi une célébration à la fois de vous tous, les candidats, mais aussi des familles qui ont apporté tout leur soutien, alors que ce soit les conjoints, que ce soit les enfants, qui ont apporté tout leur soutien et leur amour à tous ces candidats qui ont réussi et qui ont fait leur parcours universitaire, que ce soit au niveau de la passerelle, que ce soit au niveau du CAS, du DAS et du MAS. Et je sais bien que reprendre des études n'est pas toujours facile. Vous êtes en plus passé par une pandémie, donc bravo à vous. Et vous avez passé les défis d'être en ligne, d'être interrompu pendant vos études, de reprendre, d'avoir le courage de reprendre, d'avoir des deadlines, d'avoir des examens, etc. Et c'est pas toujours simple. Mais on pense que cette formation vaut le coup parce qu'elle va vous permettre d'être un tremplin pour à la fois votre carrière, mais également pour vos compétences et votre connaissance. Et vous allez pouvoir utiliser cela dans votre environnement professionnel dans lequel vous travaillez. Mais avant qu'on commence sur les célébrations, on a le privilège d'avoir le professeur Étienne Mainviel, qui est professeur à Polytechnique à Paris, et qui est un des grands spécialistes justement de toutes les concepts et les idées et les théories sur le management des services de santé, et qui est directeur de recherche CNRS et qui nous a fait l'honneur de se déplacer ce soir et de venir nous offrir une intervention pour nous faire mieux réfléchir sur un petit peu la valeur du management dans les services de santé. Étienne. On peut applaudir. Bon, merci. Je vais essayer de ne pas vous gâcher la soirée quand même, en vous garantissant de ne pas être trop long. Vous me posez un peu la question du management et de la santé, et j'aurais envie d'entrer en matière en vous disant que vous avez beaucoup de chance, parce que j'ai un certain âge, et j'aurais beaucoup aimé avoir la formation que vous avez cette année, qui n'existait pas à ma génération. Moi j'étais au départ médecin, j'étais à la Sciences publiques hôpitaux de Paris, et puis ensuite je me suis retrouvé bombardé dans des équipes de 10-15 personnes, où on me disait il y a la coordination, du travail d'équipe. Je ne savais pas trop, il y avait des dysfonctionnements. Alors à l'époque c'était les fax, donc on attendait des résultats et puis on voyait que ça venait pas et puis on s'engueulait, enfin bref. Et progressivement moi ça m'a posé la question en me disant mais j'ai fait 8 ans de clinique et je sais strictement rien sur ce que ça veut dire de travailler en équipe. Qu'est-ce que c'est que des personnes avec qui on devient un peu en conflit, comment on arrive à s'en sortir. Et progressivement, ça m'a amené à faire de la recherche en gestion en santé. Donc après, j'ai fait une école de commerce, une thèse, et puis j'ai fait tout un travail. J'ai toujours été frappé à l'époque, je dirais pas mon âge, mais que d'une certaine façon, je menais un combat qui était un peu perdu d'avance. Il y avait une certaine forme d'ambiguïté autour du management à cette époque-là. C'était un thème, quand vous êtes médecin, infirmière, même directeur d'hôpital, je dirais, d'une certaine façon, le management
n'était pas forcément très bien compris. Il y a une petite musique française qui a souvent, alors je suis prudent, hein, je parle du contexte français, qui a évoqué que le management c'était l'hôpital entreprise, que c'était la rentabilité économique, que c'était quelque chose d'assez diabolique. C'est pas du tout ça le management. Et puis progressivement, j'ai pu voir, alors j'espère le voir avant ma retraite, une prise de conscience un peu collective. C'est une prise de conscience qu'on voit alors à tous les niveaux. On le voit du plus petit au plus macro. Le plus petit, je vous donne une anecdote, il y a 15 jours, un hôpital français très célèbre, très investi dans la sortie des patients et de leur suivi à domicile dans les 24 heures, et donc une petite enquête qui est menée sur les patients pour savoir s'ils sont contents. Et aux surprises, ils sont contents, mais ils sont apeurés. Alors on leur demande pourquoi, et ils disent, écoutez, moi j'ai été hospitalisé donc, la veille, et puis le lendemain j'ai reçu un premier coup de téléphone à 14h en me demandant comment allez-vous. Puis à 14h30 j'en ai reçu un deuxième avec la même question, comment allez-vous. Puis à 16h un troisième avec la même question, comment allez-vous. Et je me suis demandé, si on me pose 3 fois la question dans l'après-midi, c'est qu'il doit y avoir un problème sur mon cas. En fait, il y a eu une enquête qui a été menée, qui n'était pas très compliquée, c'est qu'il y avait 3 systèmes de suivi au sein du même hôpital, mais qui ne se coordonnaient pas entre eux. Donc vous aviez 3 professionnels de santé qui croyaient bien faire, mais qui faisaient 3 fois la même action et qui créaient finalement un stress. Donc ça, c'est l'aspect micro sur le management au quotidien. Je peux remonter un peu plus en avant sur les questions de gestion de crise. On voit bien que la crise Covid a posé des questions de management de crise. Et puis on voit bien que beaucoup actuellement de décideurs publics ou privés parlent de travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est pas si spontané, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça parce qu'on a décidé un matin de travailler collectivement. Et puis vous avez même un ministre de la Santé en France qui dit maintenant ce qui compte c'est le mode opératoire, c'est pas le diagnostic, mais c'est comment on s'y prend. Tous ces points-là, ça pose des questions sur la coordination, le travail d'équipe, l'action collective, la gestion de l'inconnu, la gestion de crise. Et c'est tout le management d'une certaine façon qui est en train d'émerger dans une prise de conscience qui est très manifeste sur le plan international. Je n'ai pas une vision très exhaustive, mais en voyageant un petit peu dans différents pays, ce que je peux voir, c'est que aux États-Unis, les grandes écoles maintenant sont sur ces sujets, que ce soit les grandes écoles de business school qui ont des départements de management de la santé très musclés, très consolidés comme Harvard, Stanford, Wharton, comme les écoles de santé publique également. Au Royaume-Uni également, avec Imperial College Press, avec London School of Economics, dont le professeur Blanchet, je crois, est aussi un ancien élève. Des écoles très prestigieuses. On peut parler des pays asiatiques aussi, où ils sont de plus en plus affairés sur ces sujets. Singapour, Shanghai. En France, on essaye tant bien que mal, que ce soit sur les business schools que sur les écoles d'ingénieurs comme l'école polytechnique. Et donc en Suisse, eh bien, vous avez l'Institut global de Genève. Et vous avez beaucoup de chance, je pense, d'avoir une telle formation à l'heure actuelle qui est assez leader là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations en management ? Je dirais que d'abord, un premier intérêt avec ces formations, c'est d'avoir une expertise qui devient de plus en plus utile sur les diagnostics. On est très frappé à l'heure actuelle dans beaucoup de domaines sur le fait que ce qu'on entend comme sens commun dans les plateaux télé, sur les médias, en fait, ne sont pas forcément avérés. Il y a des diagnostics qui sont à reprendre. On a un gros problème en France, par exemple, sur l'attractivité des métiers. On a eu une campagne présidentielle il n'y a pas longtemps où la majorité des candidats ont expliqué qu'il y avait un problème de manque de soignants et qu'il fallait recruter. On a mené une enquête avec le syndicat des internes en France qui sont en burn-out, ça va très mal. Il y a plus d'internes et le ratio d'internes par rapport à l'activité est plus favorable en 2022 qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on travaille moins en tant qu'interne.
mais néanmoins le problème existe. Donc c'est le contenu du travail. Donc ça veut dire que le diagnostic il se transfère et le management vous aide à essayer de comprendre où se situe le problème et donc de guider la décision publique. Parce que si c'est le contenu du travail, ça veut dire que c'est pas forcément du recrutement supplémentaire, c'est que les conditions du travail au quotidien, la gestion des conflits, la reconnaissance du travail, le fardeau administratif, tous ces sujets deviennent les sujets assez clés. Donc ça c'est sur le diagnostic. Ça aide aussi sur des phénomènes je dirais, de mode, et surtout sur cette vision un peu intuitive qui aurait des managers qui sont des génies très brillants. Donc on a toujours eu des success stories dans la littérature du management, Steve Jobs, Bill Gates ou d'autres. On a aussi énormément de contre-exemples quand on commence à explorer, de gens qui ont été géniaux sur une entreprise, qui sont allés dans une autre entreprise et qui ont mis l'entreprise par terre en moins de 6 mois. Et donc on voit bien que le caractère intuitif et le côté génial n'existent de moins en moins et qu'il faut arriver à l'évaluer, et le management là-dessus a aussi des méthodes d'évaluation importantes. Troisième point, je ne serai pas trop long parce que ce n'est pas le but par rapport à ce soir, mais on voit bien aussi qu'on découvre des relations avec des professionnels assez passionnantes. Moi par exemple, je travaille en oncologie à Gustave Roussy sur la télésurveillance. Et on a mené ensemble dans un dialogue professionnel et manager, si je puis dire, la mise en place de la télésurveillance en insistant beaucoup sur le fait que le récepteur de l'information, quand ce sont donc des patients qui envoient l'information, doit être très réfléchi, l'organisation dans le traitement de l'information. On a beaucoup misé sur des infirmières de coordination et on a montré un résultat qui a été publié dans Nature, donc qui est évidemment une reconnaissance académique, mais où le design de l'étude et ce dialogue qui a eu lieu entre des professionnels de santé et des managers a beaucoup contribué à avoir une réflexion plus construite que si ça avait été uniquement des managers ou uniquement des cliniciens. Dernier exemple, je dirais, c'est sur les transferts d'outils. On est souvent, historiquement, dans la santé, un peu à la remorque de ce qu'on a pu entendre dans d'autres domaines. On a par exemple montré sur les checklists opératoires, si vous voulez, que l'hypothèse de départ qui est vous savez, dans le secteur aéronautique, cette idée de la checklist qui est faite avant chaque vol, n'était pas si simple à transférer dans le domaine de la santé, dans les blocs opératoires, parce que c'est pas du tout le même univers, c'est pas seulement 2 personnes, un pilote et un copilote qui sont concernés, et que donc la nécessité de transférer l'outil est fondamentale et de réfléchir à chaque fois quelles sont les spécificités dans le domaine de la santé. Je pourrais continuer pendant des heures, je serais intarissable, mais je voudrais encore une fois pas vous gâcher la soirée. Je suis absolument ravi en tout cas d'être parmi vous ce soir. Je suis très impressionné de voir cette assemblée qui monte justement, et c'est grâce aux efforts du professeur Blanchet et également de Mathias Velli, me semble-t-il, qu'il y a un élan et qui s'inscrit un peu dans je dirais, les pionniers à l'heure actuelle sur la formation en management. Je vous remercie.